La liberté, ça a été le thème retenu pour cette 5e édition de la Semaine de la pensée marxiste. Donc, Semaine de la pensée marxiste, une semaine qui est balisée chaque année à la même date, du coup dans le mois de février, partout en France où l'UEC est présente pour la mettre en place. Du coup, l'UEC, c'est l'Union d'étudiants communistes qui, du coup, a pour but d'animer la vie des campus. Donc la liberté au travail. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas philosophe, j'ai un champ en fait un peu plus restreint. N'étant qu'économiste, j'ai donc un champ en fait un peu plus restreint d'analyse, même si il y a besoin en fait d'en parler. Donc ce que moi je propose en fait de travailler, c'est de travailler au regard en fait de l'actualité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si ça va. Voilà. Pardon. D'accord. Donc essayer en fait de travailler le cahier des charges au départ quand on en avait discuté pour la première fois, et c'est sur quoi en fait je m'appuie, c'est liberté, libéralisme, loi Macron et alternative. Donc je vais essayer en fait de traiter à la fois la question du travail à l'intérieur de ces objets-là, mais en insistant en fait sur l'enjeu en fait de la liberté dans le libéralisme. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on est dans un contexte en fait de bataille idéologique en fait très forte, très importante, où la question en fait de la liberté en fait revient au cœur en fait des discussions et se constitue en fait comme on va dire un étendard pour ce que moi j'appelle en fait la réaction, quoi, pour l'esprit réactionnaire. Or, la question en fait de la liberté en fait est une question évidemment centrale dans la pensée libérale, que ce soit la pensée politique ou la pensée économique. Elle essaye d'articuler, c'est une question centrale en fait, qui essaye d'articuler deux choses, de combiner deux choses, la liberté et l'intérêt général. Comment construire toute la philosophie en fait libérale est construite autour de cette idée-là. Comment articuler en fait les libertés et l'intérêt général. Mais la particularité en fait de cette notion en fait dans la pensée libérale, c'est qu'elle est évidemment pas homogène, elle évolue au cours du temps. Si par exemple en fait je reprends et je fais un grand trait, vous me pardonnerez en fait de l'approximation, mais quand je reprends par exemple Turgot, qui nous dit en fait laissez passer, laissez faire, qui est en fait un des premiers on va dire penseurs du libéralisme en fait qui pose la question de la liberté en fait au cœur en fait de son dispositif pratique, concret, puisque Turgot est à ce moment-là en fait ministre du roi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il nous dit laissez faire, laissez passer, plus de liberté en fait économique, pour pouvoir répondre en fait aux enjeux de la crise agricole, de la crise en fait de, on va dire, de sous-accumulation, de sous-production en fait, auquel est confrontée la France à ce moment-là. Donc c'est une démarche en fait qui ne consiste pas à dire en fait la liberté pour la liberté, mais la liberté en fait comme réaction, comme possibilité en fait d'accumuler et de produire et d'échanger en fait des biens à l'échelle de la France pour répondre à l'intérêt général. Ça c'est un premier point. Quand on regarde en fait, c'est un élément, important, c'est-à-dire que souvent on présente Turgot comme en fait le défenseur de cette idée en fait du marché de concurrence libre et non faussée, comme on dit aujourd'hui. En réalité, c'est au regard en fait d'une réalité concrète en fait qu'il la formule. Si on regarde Adam Smith, qu'on considère en fait comme le père du libéralisme, la notion de liberté, en fait, elle est conçue non pas comme un laisser-faire, comme une possibilité en fait de faire ce que je veux comme je veux dans sa théorie, mais au contraire en fait il appuie en fait sa réflexion. Il faut lire en fait la théorie des sentiments moraux. Il construit en fait sa réflexion, cette idée en fait de liberté au travers en fait on va dire de la morale stoïcienne. Voilà. C'est-à-dire en fait de l'équilibre des passions, de la mesure en fait des passions. Ce qui renvoie en fait à cette idée que, et c'est cette mesure en fait des passions, de cette maîtrise en fait qu'on a les uns et les autres en fait de nos passions, qui permet en fait de construire l'intérêt général. Et donc cette notion en fait de liberté en fait est une notion un peu différente quand même de celle de Turgot. Et on a en fait une évolution, et c'est en permanence. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ça ce qui est intéressant en fait quand on lit Smith en fait dans le texte, ce qui justement en fait n'empêche pas Smith en fait de porter à la fois
l'idée en fait de développement des talents au travers de cette liberté, et en même temps, en fait, l'idée de l'État comme pourvoyeur de services publics permettant de faire émerger ces talents. Smith, dans La richesse des nations, en fait, stipule très clairement le besoin qu'il y a, en fait, à l'intervention publique en matière d'éducation, en matière, alors il ne parle pas de logement, mais il l'aborde, c'est donc d'intervention dans ce discours, dans celui qu'on considère comme le père en fait du libéralisme, il y a en fait cette notion qui est une volonté d'articuler en fait liberté individuelle et intervention publique pour répondre à l'intérêt général. Puisque, voilà. A contrario, au même moment, on a un autre homme en France, là, parce que l'autre il était en Écosse, c'est Bernard de Mandeville, qui lui fait l'inverse, qui lui nous dit en fait, la liberté en fait s'exprime comme, enfin, il faut libérer on va dire ses passions, y compris jusqu'au vice. Hein, un des plus grands continuateurs en fait de Mandeville, c'est Sade. C'est y compris en fait jusque dans les vices. Il faut lâcher en fait les intérêts individuels, puisque la convergence, c'est les intérêts égoïstes, exprimer en fait ses intérêts égoïstes, donc sa propre liberté comme je veux, où je veux, quand je veux, en fait c'est un peu ça, permet elle en fait de construire, de répondre en fait à l'intérêt général, puisque les intérêts égoïstes en fait combinés donneront l'intérêt général. Ce qui nous fait penser un petit peu à une représentation en fait qui viendra suite à ça, hein, de l'économie néoclassique où les utilités individuelles en fait s'harmonisent automatiquement elles-mêmes en fait sur les marchés dans le sens en fait et aboutissent à un équilibre général qui lui est l'expression en fait de l'harmonie et de la satisfaction en fait des besoins de tout le monde. Donc on est en fait sur des constructions intellectuelles où on voit bien que même dans le libéralisme en fait il y a on va dire des différences dans l'approche en fait de la liberté. Je continuerai aussi avec quelques auteurs parce que ça me semble important pour la suite. Par exemple, Tocqueville. C'est pas un économiste, c'est un philosophe, enfin philosophe même pas, je ne sais pas si on peut dire ça. Disons, ses écrits sont d'ordre philosophique et politique. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit en fait que la liberté, de la démocratie en Amérique, hein, il nous dit en fait que la liberté en fait, elle s'exprime au travers de la libre association. Et c'est au travers de la libre association en fait que ma liberté individuelle génère de l'intérêt général. Donc là encore, c'est à grands traits, hein, je répète, excusez-moi en fait, mais c'est à grands traits en fait. Là encore, qu'est-ce qu'on a? On a en fait encore une nouvelle conception en fait de la liberté à l'intérieur en fait du libéralisme, et une conception en fait qui est d'ordre historique, qui évolue en fait avec le temps. Hein, entre Turgot et Tocqueville, il y a un siècle d'écart, un peu plus. Ouais. Je passe en fait directement à Hegel. Pareil, là encore, c'est dans la philosophie du droit, où lui en fait insiste sur la dimension en fait, sur l'importance de l'État, sur l'incarnation en fait de l'État. Enfin, quand il voit passer Napoléon qui dit l'État est en marche. Voilà, hein, c'est à Leipzig quoi, quand il le voit passer. Voilà, on est là encore en fait sur une conception en fait de la liberté s'exprimant au travers en fait de l'État, qui rejoint un petit peu, mais sans, enfin là c'est moi qui fait un peu le lien et c'est peut-être un peu abusif, mais on peut l'articuler à la réflexion en fait qu'avait l'auteur du Léviathan, Hobbes, en fait sur l'importance et le rôle en fait de l'État et de l'abandon en fait de ma propre liberté au profit en fait de ma sécurité, et c'est ce qui constitue en fait la construction en fait de l'État moderne au sens que lui développait. Mais on a là encore, c'est voilà, ce n'est pas la liberté individuelle, mais c'est la liberté dans un collectif incarné en fait, en l'occurrence par l'État. On peut avoir une prolongation derrière encore de cette conception-là. Là, c'est un truc à la Prévert que je vous fais, hein, mais on pousse plus loin. C'est Keynes. Keynes ne dit rien d'autre que ça. C'est-à-dire, Keynes introduit l'idée en fait que l'intervention de l'État, donc l'incarnation en fait de la volonté collective, permet de garantir en fait le sauvetage des marchés.
du fonctionnement des marchés. Marché étant le lieu, en fait, de l'expression individuelle. C'est une conception, en fait, qui nous donne à la fois, alors, voilà, là, je vous la fais court, si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus après, mais c'est une conception, en fait, qui nous donne à la fois la social-démocratie, la base, en fait, de la social-démocratie, la base, en fait, de l'ordolibéralisme, en fait, qu'on a aujourd'hui en Allemagne, en Europe, et en même temps, en fait, une base libérale nouvelle, qui naît au début du XXe siècle, et qui va être contredite, en fait, par un courant qui va venir derrière, dans les années 50. Enfin, 50, un petit peu avant pour un, et 50 à partir des autres. C'est le courant, en fait, de von Hayek et de l'école de Chicago qui en découle. C'est Friedman et les monétaristes. Hein. C'est où eux, en fait, vont reprendre l'inverse, en fait, de ce que disait Keynes et de ce que disait, en fait, de ce que dit, à la limite, la construction historique, en fait, du libéralisme, c'est-à-dire une présence de plus en plus importante, en fait, de l'État, garante, en fait, des libertés, État garant des libertés, qu'on soit d'accord ou non avec, au demeurant. Hein, mais c'est une idée, en fait, qui monte dans le libéralisme. Hayek, en fait, et l'école de Chicago, en fait, inversant la donne et reposant, en fait, le débat en disant non, le marché tout seul, donc l'expression des volontés individuelles, des libertés individuelles, le marché tout seul est autorégulateur et il est générateur, en fait, de l'intérêt général. Avec une difficulté, c'est que au moment où c'est dit, alors pas exactement au moment, mais un peu de temps après, il y a ce qu'on appelle, en fait, le théorème Sonnenschein-Mantel-Debreu. On va faire un petit peu dans la... qui reprend, en fait, les éléments du théorème mathématique de Gödel, hein, c'est sur l'incomplétude, etc., etc. Donc je ne vous la fais pas, vous avez des cours là-dessus, mais on reviendra avec, qui invalide définitivement le modèle néoclassique. C'est-à-dire, c'est le modèle construit à partir, en fait, de la théorie néoclassique, hein, du début du siècle, enfin de la fin du 19e, en fait, est invalidé, c'est-à-dire que simplement, en fait, qu'est-ce que dit le théorème Sonnenschein-Mantel-Debreu? Il dit, en fait, qu'un modèle incomplet, en fait, ne permet pas d'aboutir à une solution. En gros, en substance, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'équilibre en même temps sur tous les marchés, vous ne pouvez pas aboutir, en fait, à l'équilibre général. Voilà. Et la théorie, en fait, néoclassique, en économie, en fait, nous dit, en fait, qu'il y a un équilibre général, c'est-à-dire le moment de la satisfaction optimale, en fait, de tous les acteurs du marché, offreurs, demandeurs, sur tous les marchés, optimal, en fait, équilibre sur tous les marchés. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que les théoriciens, en fait, de l'économie néoclassique, en fait, ont transformé le cadre théorique. C'est-à-dire qu'ils l'ont axiomatisé. C'est Kenneth Arrow en 53-54, en fait, qui fait ça, et qui dit, on va postuler que l'équilibre général existe. On ne peut pas le démontrer. Donc on va postuler qu'il existe, et on va étudier les conditions de sa stabilité. Et on est toujours dans ce schéma-là. C'est-à-dire, là, je fais une aparté, je suis économiste, je vous l'ai dit au départ, donc je fais une aparté, c'est-à-dire qu'on est toujours, voilà, il y a un équilibre général qui existe, donc il faut, en fait, trouver les conditions, mettre en place les conditions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dérigidifier le marché pour qu'il soit, en fait, plus souple et pouvoir assumer, en fait, sa stabilité. Il faut libéraliser l'information sur le marché pour que cette information, en fait, puisse circuler et assure les conditions de la stabilité, en fait, de l'équilibre général, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est qu'il faut changer le réel pour que le marché, en fait, puisse exister dans les conditions optimales. Et on est toujours, en fait, sur cette logique-là. Hein. Les politiques, on reviendra tout à l'heure sur Macron, mais la loi Macron n'est rien d'autre, en fait, que cette tentative-là de libéralisation, avec, en fait, des contradictions qui génèrent, en fait, l'effondrement. Et évidemment, en fait, voilà, je suis à l'UEC qui m'invite, donc je ne peux pas faire, en fait, autre chose que de parler de Marx puisque l'intérêt, en fait, de Marx, c'est, dans l'analyse de tout ça, c'est qu'il apporte, en fait, des éléments de distinction essentiels. Qu'est-ce que nous dit Marx? En fait, il nous dit, ok, liberté, mais il y a liberté formelle et liberté réelle.
Donc qu'est-ce que nous dit Marx en fait quand il dit ça? Il dit ce qui compte concrètement dans, on va dire, dans la réalisation en fait de nos libertés, c'est notre capacité à construire les rapports de force qui permettent d'imposer cette liberté réelle. Et donc c'est dans le réel, dans le concret, qu'on peut tirer en fait les conditions en fait d'une émancipation et donc de notre liberté individuelle autant que collective. Et ça modifie, ça bouge la donne. Évidemment dans l'analyse, parce que à la fois c'est une remise en cause en fait de la conception libérale de la liberté qui aboutit en fait aux droits de l'homme. La forme la plus aboutie en fait des libertés individuelles et collectives, c'est les droits de l'homme, au sens libéral du terme. Sauf que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est un principe qui est très intéressant et sur lequel il ne faut pas cracher. Sauf que la réalité concrète, quand je frappe à la porte de mon voisin de palier, c'est pas exactement celle-là. Et on voit bien, en fait, et ça on le voit tous les jours. Donc ce qui renvoie en fait l'enjeu de l'émancipation et l'enjeu des libertés, en fait, dans les luttes concrètes qu'il y a à mener, dans les batailles concrètes qu'il y a à mener, en fait, directement, en fait, à partir du réel. Alors pourquoi, en fait, ce listage, en fait, à la Prévert? Ce que j'ai voulu vous dire, en fait, là-dedans, en particulier, en fait, c'est qu'il y a besoin d'historiciser. Il y a besoin d'historiciser, en fait, le libéralisme dans la période, en fait, dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'une des forces aujourd'hui, en fait, du rouleau compresseur idéologique qui s'abat sur nous, c'est de dire que le monde libéral, le libéralisme, le capitalisme, en fait, sont des données de nature. L'offre, la demande, tout ça, c'est naturel, ça a toujours existé. C'est ce qu'on nous dit, c'est au quotidien. On ne le dit pas exactement comme ça, mais on le dit au quotidien. C'est les intérêts individuels, en fait, c'est voilà, la recherche de l'intérêt. L'égoïsme, en fait, c'est naturel. En confondant d'ailleurs, en fait, égoïsme et la notion de self-love définie par Smith, qui est justement, en fait, pas de l'égoïsme, qui est de l'amour de soi, ce qui veut dire autre chose. Voilà, ce sont des éléments. L'intérêt, en fait, d'historiciser ce débat sur la liberté, ce débat sur la liberté, nous permet donc de dire qu'il y a des évolutions dans la conception que les libéraux ont, en fait, du monde et de la façon dont il doit tourner. Et en même temps, s'il y a des évolutions, ça veut dire qu'il y a des changements possibles dans ce monde-là. Or, le deuxième élément, en fait, des libéraux, la deuxième force du rouleau compresseur idéologique, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative au monde tel qu'il est. Or, justement, si. À partir du moment, en fait, où on est inscrit dans l'histoire, où la pensée, en fait, libérale est inscrite dans l'histoire, où le capitalisme est inscrit dans l'histoire, il est nécessairement dépassable. Ce qui renvoie à ce que nous disait Marx, à la nécessité, en fait, de travailler sur les éléments concrets de son dépassement. Voilà. Donc ça, c'est un point un peu liminaire, un peu long, mais qui me semble en fait important à développer. Et important à développer, en fait, d'autant plus qu'on est, puisque là je fais le lien avec la loi Macron, qu'on est dans un dispositif idéologique où s'affirme cette idée, en fait, que la liberté individuelle doit être le moteur de la société dans laquelle on est. Qu'est-ce que nous dit la loi Macron? Alors, Macron nous dit il faut libérer l'activité. C'est ça, son créneau. Hein. Partie 1, quand vous lisez en fait les introductions, quand vous lisez en fait les exposés des motifs, c'est libérer l'activité, libérer les entreprises, libérer en fait Laurence Parisot, pour ceux qui s'en rappellent encore, nous disait il y a besoin d'air, les entreprises ont besoin d'air. La même chose, libérons, libérer, libérer, libérer. Or, quand on regarde le texte, oui, incontestablement. La loi Macron, en fait, est un processus
de libéralisation. Mais qui dit en fait libéralisation, de déréglementation de la société française. Et là, je l'affirme avant de le démontrer, de libéralisation et de déréglementation dont l'objectif est la rentabilité financière du capital. Et non pas l'intérêt général. Il y a une logique, il y a une logique en fait dans la loi Macron en fait qui est récurrente, qui consiste à dire libérons les entreprises des charges qui sont les leurs, charges au sens multimodal, comme on pourrait dire en fait de l'entreprise, hein, le travail, les contraintes juridiques, les contraintes réglementaires, voilà. Hein. Libérons l'entreprise en fait de ces charges. Elle pourra générer du profit. Et parce qu'elle va générer du profit, elle pourra faire des investissements, et ces investissements vont créer l'emploi. Alors pour ceux qui sont un peu jeunes, ça dit rien, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, comme moi, ça dit quelque chose. Les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain, sont les investissements de demain qui sont les emplois d'après-demain. Ça, c'est le théorème de Schmitt. Le théorème des ordos libéraux, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ce que nous dit, c'est ce que nous fait Macron. Libérons en fait l'activité, libérons les charges d'entreprise, ça permettra en fait de développer la croissance et l'emploi, etc., etc. Quelque chose qui est contradictoire avec la réalité, puisque ça fait quand même en fait quelques années maintenant qu'on libère les entreprises de leurs charges, et que paradoxalement, on a une montée du chômage, on a une installation en fait dans la stagnation, à l'échelle, au niveau national, mais aussi à l'échelle européenne, et qu'on n'a pas en fait de relance de l'activité. Donc voilà, ça c'est l'enjeu. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je le formule comme ça. Si vous voulez, on peut le développer. Alors, je vais faire. Là, je parle chiffon, puisque je suis rédacteur en chef d'économie et politique. Voilà. Pour les étudiants, il y a des tarifs préférentiels. Abonnement à l'année, en fait, c'est. Je ne sais plus. De mémoire, en fait, on fait des abonnements. On va faire un abonnement préférentiel, en fait, pour la semaine de la pensée marxiste, hein, si certains le veulent. Ça peut être. Je crois que c'est 40 € au lieu de 50. Voilà, l'année pour 6 numéros. Donc, pour ceux qui voudraient avoir des éléments plus précis en fait, sur la loi Macron elle-même et sur son contenu, je vous invite, c'est là, vous allez voir l'UEC, en fait, et vous voyez avec le tarif qu'ils voudront, on donne à l'UEC. Et pour d'autres, en fait, qui voudraient, puisqu'on va charger de ça aussi, donc il y a la revue du projet, en fait, du PCF, qui traite, en fait, du sujet de la liberté, vu sous tous ses angles, qui est un dossier qui n'est pas inintéressant à lire. Donc voilà, sur les deux, donc voilà, on finit, on ferme la portion chiffon, la partie chiffon en fait, de l'exposé. Je reviens en fait à la loi Macron. Quel est l'enjeu en fait qu'il y a derrière? Par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, à toutes ces conceptions en fait de recherche d'articulation entre liberté individuelle en fait et intérêt général. Et donc, en réalité, liberté collective. C'est de dire en fait que la liberté de l'entreprise est première par rapport à l'intérêt général et donc aux libertés collectives. C'est ça l'enjeu. Tout l'enjeu de la loi Macron, mais pas que de la loi Macron. Quand on regarde en fait l'année en fait du 11 janvier 2000, je ne me rappelle plus, c'est 2013, et la loi de sécurisation de l'emploi en fait qui en découle, introduit en fait ce dispositif-là. Le pacte de responsabilité, avec sa logique en fait de baisse du coût du travail, pour pouvoir baisse des dotations publiques et sociales à la population, pour pouvoir financer la baisse du coût du travail des entreprises. C'est ça, hein, pacte de responsabilité, c'est 50 milliards en moins pour l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, donc des opérateurs en fait qui répondent à nos besoins sociaux, pour pouvoir financer 40 milliards de baisse de charges de cotisations patronales. C'est ça le pacte de responsabilité.
Autre truc, qui est autre loi, en fait, au projet de loi, puisque c'est pas encore complètement voté, qui relève en fait de la même logique, c'est la réforme des collectivités locales. C'est comment j'adapte les territoires aux besoins de profitabilité en fait des grands groupes internationaux. Donc, comment je crée les institutions qui permettent en fait de répondre à cet objectif de rentabilité financière immédiate en fait des grands groupes. Et qui aujourd'hui se poursuit avec la loi Macron. C'est comment je baisse les charges des entreprises, prise au sens large, la notion de charge, pour assurer aux entreprises en fait une meilleure profitabilité. Alors qu'on est toujours, quand je dis entreprise, en fait c'est toujours grand groupe. Parce que la conséquence en fait de tous ces projets de loi, c'est l'affaiblissement en fait du tissu de PME en fait sur le territoire national, y compris d'ailleurs la loi Macron. Voilà. Donc on est en fait dans cette. Or ça c'est quoi? Cette volonté en fait idéologique là, c'est revenir en arrière, revenir en fait sur toute la construction du modèle social français, qui se construit, qui s'est bâti autour de cette idée en fait du contrat de travail, on va dire déséquilibré entre l'employeur et le salarié, qui oblige à répondre, à fournir en fait des droits de compensation aux travailleurs, mais qui aussi en fait inscrit les services publics comme des éléments de cette réponse de compensation. Les services publics, l'intervention publique, toutes les institutions comme des éléments de réponse en fait de ce déséquilibre initial sur le marché. Il y a donc derrière en fait voilà, une volonté en fait de refaire, quand on dit en fait, enfin nous le disons, mais on n'est pas les seuls à le dire au demeurant, hein, qu'il y a une remise en cause du modèle social français derrière en fait cette série en fait législative qui avait déjà commencé avant, hein, avant 2012. Hein. Sarkozy ne nous a pas épargné sur le sujet, quoi. Voilà, on est là en fait dans une dynamique d'ensemble qui fait pression sur notre modèle social et qui le remet en cause, et qui remet en cause, qui articule, pardon, ou du moins qui pointe cette remise en cause autour d'une idée, c'est la déconnexion entre les profits et l'intérêt général. Les profits des grands groupes et l'intérêt général. Je ne sais pas si je suis clair ou si je vous ai endormi, mais c'est voilà, c'est l'enjeu. Voilà, donc et ça passe en fait dans la loi Macron par un ensemble de dispositifs. Alors, le plus connu, c'est le travail du dimanche, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on nous a enfermés dans cette bataille du travail du dimanche. Il y a des professions réglementées. Voilà, on nous a dit, oui, les professions réglementées, etc., etc., les professionnels du droit et du chiffre, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça en fait partie aussi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit en fait qu'il faudrait que les avocats, que les experts comptables en fait ne soient plus des professions réglementées? Mais parce que ça va permettre aux entreprises de baisser leurs coûts. Un avocat en fait qui peut être trouvé n'importe où, une compétence d'avocat qui peut être trouvée en fait n'importe où, n'importe comment, c'est un coût qui baisse pour l'entreprise. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dire bonjour à un avocat. Mais rien qu'en frappant dans son bureau, en lui serrant la main, vous avez déjà perdu 200 €. Quoi. Et pour les entreprises, c'est pareil. Donc, baisser les coûts. L'idée, en fait, de mettre en place un avocat d'entreprise, ça a été remis en cause dans le débat, en fait, parlementaire, renvoie à cette idée-là. C'est-à-dire d'avoir sous la main, en fait, un outil juridique qui permet à l'entreprise, en fait, de régler ses problèmes au quotidien. Au moindre coût. De la même manière, en fait, la question des taxis, qui peut paraître... C'est pour ça qu'on a dit c'est un fourre-tout, il y a un peu de tout et pas du tout, il y a une cohérence essentielle là-dedans, dans ce projet de loi. Oui, il y a de tout, mais de tout articulé autour d'une idée centrale. Celle de privilégier la profitabilité, en fait, des grands groupes.
Donc, je reprends juste hein, le coût des taxis, déréglementer les taxis. Parce qu'en fait, derrière, on a une multinationale en fait du véhicule libre, du VTC qui est derrière, qui s'appelle Uber, qui est là, qui fait pression pour récupérer le marché au moindre coût. Et là, on peut continuer comme ça, en fait. Aujourd'hui, il y a dorénavant en fait, 160 articles dedans, mais dans le projet initial, il y avait 106 articles, et les 106 articles, en fait, avaient chacun. C'est la question, en fait, du transport des autocars. Voilà, on nous a dit, oui, on va privatiser, on met en place, en fait, la possibilité pour le transport par autocar infrarégional. Ben oui. Permettre, en fait, aux multinationales, en fait, du transport routier, dans un contexte de libéralisation en fait, du transport ferroviaire infrarégional, parce que c'est ça que ça veut dire, parce qu'en même temps, en fait, quand on vous dit on va libéraliser en fait, le transport infrarégional, on vous annonce en fait que la SNCF a des difficultés, a des dettes, et qu'elle ne va pas pouvoir, on se demande comment elle va faire pour pouvoir continuer à s'occuper en fait, du réseau de TER. Le réseau de TER, c'est l'infrarégional. Et donc, on construit la possibilité d'une privatisation en fait, du réseau infrarégional. Même chose pour les CHU, les centres hospitalo-universitaires, où on ouvre la possibilité dans la loi Macron, je vous l'ai dit parce qu'on n'en parle pas, on ouvre la possibilité en fait dans la loi Macron pour l'hôpital de développer des activités à caractère marchand qui ont à voir avec la nature même de l'activité hospitalière, mais qui ne relèvent pas nécessairement en fait, de prestations d'ordre de soins. Ce qui veut dire qu'on va construire un mode de financement de l'hôpital de plus en plus assis sur des recettes privées, et non plus des recettes publiques et de sécurité sociale. Et donc, si j'étais gestionnaire d'hôpital, je vais développer cette activité-là, puisqu'elle me fait des recettes. Je vais pouvoir fonctionner avec. Alors que les recettes publiques et de sécurité sociale baissent dans les hôpitaux. Processus de privatisation, en fait, des CHU. Partielle, progressive, mais première étape. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, je ne vous parle pas, en fait, des aéroports. Tout le monde a vu, Nice, Lyon, voilà. Au moment où on met en place les métropoles. Au moment où on met en place en fait des institutions territoriales qui vont pouvoir en fait, qui a priori pourraient utiliser cet outil aéroportuaire comme un instrument de développement maîtrisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est très rigolo. Bon, je ne vous parle pas de l'armement, hein, où la dernière production d'armement sera privatisée. Française, avec des conséquences énormes. Hein. La Société nationale des poudres, en fait, va disparaître. Ça veut dire, en fait, que la maîtrise française des poudres, des explosifs, disparaît avec elle. Le problème, c'est que pour envoyer des fusées dans l'espace, il faut maîtriser les explosifs, les poudres, ce qui permet, en fait, de... Donc, ça veut dire, en fait, qu'il va y avoir, en fait, une dépendance des programmes aérospatiaux, simplement pour envoyer des choses de télécommunication. Hein, des programmes aérospatiaux en fait publics, hein, Ariane, de en fait producteurs de poudre. Oui, j'accélère. Voilà, alors on parlait du travail, mais on est sur la même chose. Là. C'est continuité entre. Là, je reviens en fait, j'accélère. Donc sur la question en fait du travail, c'est loi Macron et droit en fait et liberté en fait du travail. Donc, je vous fais pas le laïus, liberté au travail, liberté du travail. Hein, voilà, qui est d'ailleurs en fait un élément en fait de rupture entre les libéraux et les progressistes. Hein. Mais on est en fait sur une dynamique là encore en fait baisse des coûts des entreprises. Qui vont pouvoir, dans la continuité en fait, de la loi de sécurisation de l'emploi, qui vont pouvoir en fait, anticiper sur les coûts de licenciement, sur les coûts en fait, de gestion des licenciements, avec l'affaiblissement en fait, des juridictions prud'homales.
Voilà, on est en fait là encore, on est toujours en fait sur cette logique de baisse des coûts des entreprises et en particulier en fait des grands groupes au regard en fait de l'objectif de profitabilité. Alors, vous me direz, ok, c'est voilà, la question, okay, c'est ils nous disent maintenant, alors comment on peut faire quoi? Comment on peut faire autrement? Parce que là, j'ai libéré. Macron nous dit qu'il faut libérer en fait les entreprises pour pouvoir, entre autres, redynamiser l'activité et donc en fait essayer en fait de retrouver de la croissance. Lui nous dit en fait que ça marche pas. Donc, comment on peut faire autrement? En réalité, je vais donner quelques éléments seulement, en fait, pour l'alternative, quoi. L'idée, en fait, c'est d'essayer de chercher à libérer réellement l'activité réelle dans la société. Parce que c'est un objectif, en fait, qu'on peut faire d'autre en tant que progressiste. Et on doit, à mon avis, on doit faire d'autre en tant que progressiste. Libérer l'activité réellement dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait non pas libérer l'activité pour les profits capitalistes, mais ça veut dire libérer l'activité pour le développement des capacités humaines. C'est ça que ça veut dire. Si on le prend en fait sous l'angle des progressistes. Et ça, comment on peut faire pour répondre à ça? Une des difficultés majeures des entreprises, et une difficulté réelle qu'il faut qu'on regarde en face, c'est ce que nous on a appelé en fait le coût du capital. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le coût du capital? Le coût du capital, en fait, c'est ce que les actionnaires, les marchés financiers, les banques, prélèvent sur la richesse créée en réponse en fait à un apport de capital initial. Le coût du capital en France, si on considère les dividendes versés et les intérêts bancaires versés en 2014, par les entreprises, c'est 326 milliards d'euros. 2 tiers en dividendes, 1 tiers en intérêts. 326 milliards d'euros, c'est abstrait. Donc je fais une comparaison. Le budget de l'État, c'est 350 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les ans, la finance, on va l'appeler au sens large comme ça, prélève sur la richesse produite en gros 300 milliards d'euros pour se rémunérer elle. C'est une ponction énorme. Parce que non seulement en fait ça prélève sur la richesse produite, mais ça enlève aussi la possibilité en fait de redistribuer derrière. Et donc d'investir sur le développement des capacités humaines. D'investir en formation, mais aussi en fait de rémunérer les salaires, tout simplement, de rémunérer les travailleurs. Donc ça, ce sont des éléments en fait contre lesquels il faut lutter. Et comment on peut lutter en fait contre ça? Il faut créer les conditions en fait d'un financement de l'activité des entreprises qui ne soient pas ponctionnées par les marchés financiers. Donc c'est ce qu'on dit, il faut émanciper le financement des entreprises des marchés financiers. Et ça, comment on peut faire ça? Eh bien, il faut se donner les moyens d'un financement de l'activité via un crédit sélectif, par exemple, qui permettrait en fait de financer l'activité des entreprises à partir du moment où les entreprises ont des choix de gestion qui développent les capacités humaines. C'est-à-dire où les entreprises investissent pour développer l'emploi, investissent pour produire, mais en développant l'emploi, en développant les salaires, en développant les qualifications, en développant les formations. Là, ces entreprises
pourraient bénéficier d'un financement via un organisme qui aurait une structure, une institution publique, un organisme de financement public, ce qu'on a appelé en fait un pôle public financier, qui pourrait être constitué en fait de la Banque publique d'investissement, qui pourrait être constitué en fait de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, en fait des quelques banques qui restent en fait qui ont encore un soupçon en fait de mutualisme, et d'autres banques en fait qu'il faudrait aussi nationaliser par exemple. Ce pôle public financier pourrait financer l'activité des entreprises et développer en fait cette activité à partir d'un crédit sélectif dont le taux serait abaissé au regard des politiques de gestion en fait de l'emploi et des qualifications et des salaires et de l'investissement, mais aussi en fait on peut rajouter des critères du type l'économie des ressources naturelles, parce qu'il y a un enjeu environnemental qui est réel. Donc économie en fait des ressources naturelles dans les investissements, et on pourrait en fait abaisser le taux d'intérêt en fait des entreprises, ce qui leur permettrait en fait de réduire le coût du capital, tout en développant l'activité. Ça, c'est un premier élément en fait de réponse. Évidemment, ça ne peut pas se faire sans pouvoir nouveau en fait des salariés dans les entreprises. Ça ne peut pas se faire non plus sans pouvoir nouveau des citoyens sur les décisions des entreprises, de financement en fait de ces entreprises. Pouvoir nouveau des salariés dans les boîtes pour intervenir en fait sur la gestion des entreprises, c'est-à-dire de faire en sorte en fait que les salariés puissent faire autre chose que de donner un avis, mais intervenir en fait directement sur les choix de gestion en fait des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises en fait ont des habitudes en fait de gestion en fait qui valorisent. La finance ayant pris la main sur la gestion des entreprises, elle a imposé ses critères de gestion. La rentabilité financière immédiate. Donc les choix de gestion en fait des entreprises, c'est rentabiliser, augmenter en fait le profit tout de suite. C'est ce qu'on a appelé en fait la conséquence de ça, c'est les licenciements boursiers, c'est pour vous qui êtes étudiant le développement des stages à l'infini dans les boîtes pour faire le travail d'un salarié normal. Voilà, c'est créer les conditions en fait d'une baisse du coût, d'une baisse des coûts de l'entreprise en fait en matière de gestion en fait du travail, donc pression sur les salaires, précarisation, etc., etc. Développement des CDD, hein, je rappelle quand même pour information qu'aujourd'hui 87% des déclarations d'embauche sont des CDD de moins d'un mois. Voilà, donc c'est un impact énorme, à la fois sur la flexibilisation du marché du travail, sur la précarisation du marché du travail, et sur toutes les difficultés en fait que les travailleurs rencontrent, à la fois à l'extérieur, avant de rentrer en fait dans l'entreprise de manière en fait pérenne, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, puisque un volume de chômage important permet au patronat en fait de faire pression sur les salariés en fait qui sont relativement stables dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a en fait des contrats de compétitivité d'emploi qui sont signés à tire-larigot. Alors pas des grands contrats, c'est-à-dire pas sur des grandes filières, voilà, hein, il n'y a que 6 contrats compétitivité emploi en fait qui ont été signés en fait sur des grandes filières, mais dans les entreprises elles-mêmes. C'est je vous baisse en fait votre temps de travail, je vous baisse en fait votre salaire et je vous augmente votre temps de travail pour répondre aux difficultés de l'entreprise. C'est où je vous mets au chômage technique. En fait, voilà, j'ai pas besoin de vous. Il y a une baisse en fait de la demande sur ma production. J'ai pas besoin de vous. Je vous mets au chômage technique. Ça, ce sont des éléments en fait de réponse. Et cette gestion financière en fait des entreprises a ces conséquences-là. Donc là, l'idée en fait, c'est de faire intervenir les salariés eux-mêmes pour peser sur les choix de gestion en fait des entreprises et de faire en sorte que ce ne soit pas la finance qui prenne le pas sur la gestion de l'entreprise, mais que ce soit en fait les intérêts de développement de l'entreprise elle-même. Et ça, le point d'appui qui est le crédit sélectif à taux abaissé, en fait en fonction de la politique d'investissement en fait de l'entreprise, est un point d'appui énorme pour les salariés dans la boîte. Ça, c'est un élément en fait moteur. Ça, c'est un point en fait de réponse.
avec donc pouvoir nouveau et droit des salariés, quoi. Ensuite, alors après, je vais aller vite en fait là-dessus et peut-être qu'on pourra revenir en fait dans la discussion. Ok. Qu'on pourra revenir. C'est tout l'enjeu en fait d'une sécurisation de l'emploi et de la formation en fait des salariés. C'est-à-dire redynamiser réellement l'activité, par exemple, peut passer en fait par cette idée qu'on a, qui est celle en fait de supprimer la case chômage pour les salariés. Comment en fait, c'est-à-dire répondre réellement aux stratégies de licenciement des entreprises, c'est-à-dire, alors c'est un peu provocateur quand je dis comme ça, mais c'est-à-dire accepter l'idée qu'une entreprise puisse licencier ses salariés sans pour autant accepter l'idée en fait que le salarié soit au chômage. Et comment on peut faire ça? Par le dispositif en fait de sécurité d'emploi et de formation qu'on propose. C'est-à-dire la possibilité, dans le cadre en fait d'un système rénové, on va dire de la prise en charge en fait de l'emploi, du chômage, avec un autre, Pôle emploi, dans le cadre d'un pôle emploi rénové, voilà, il faudra le dire comme ça. Mais l'idée étant en fait que si une entreprise en fait licencie son salarié ne passe pas au chômage, ne perd pas en salaire, mais il part en formation. Jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi en fait lui permettant de répondre à sa formation acquise et à son niveau en fait de compétence et de rémunération. L'idée en fait qui est là-dedans, c'est à la fois chercher à maintenir une efficacité en fait de fonctionnement des entreprises. Là encore, c'est ne pas s'opposer à l'idée en fait d'efficacité de la production des entreprises, mais au contraire se la récupérer en fait pour soi de manière progressiste. Et en même temps, en fait, répondre en fait aux besoins de compétences, aux besoins de formation, aux besoins de qualification et de développement en fait humain, individuel. Donc, c'est-à-dire pour reprendre en fait le sujet, l'objet de la réunion, c'est-à-dire c'est faire en sorte en fait que chacun puisse développer ses capacités, sa propre liberté, ses propres choix. Voilà, il y a un enjeu en fait derrière cette notion. Et là, la mise en place d'un système de rotation, emploi, formation, emploi, nouvel emploi, avec maintien du salaire, donne une perspective à la fois d'éradication du chômage, mais d'acceptation en fait d'une efficacité productive toujours. Voilà, ça c'est le deuxième volet des propositions alternatives. Et enfin, il y a un troisième volet qui me semble essentiel, c'est la question en fait des services publics. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un service public? Un service public, c'est à la fois en fait quelque chose qui répond à un besoin d'efficacité, là aussi, de développement en fait de la société, qui répond à des besoins humains, qui répond à des voilà, et en même temps en fait qui est un point d'appui de développement aussi de l'efficacité productive économique de la nation. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous construisez un hôpital, quand on décide de construire, enfin quand on décide ensemble en fait de construire un hôpital, c'est des entreprises du bâtiment qui viennent le construire. Donc ça donne de l'emploi, ça donne de l'activité à ces entreprises. Et dans un hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des médecins, des infirmières. Et qu'est-ce que font les médecins, les infirmières? Ben, ils soignent les gens. Et il est préférable pour une entreprise d'avoir des gens en bonne santé, parce qu'ils sont plus productifs, que des gens malades. Et donc c'est une efficacité sociale supplémentaire qui est apportée, y compris à l'entreprise. Et ça, c'est une réponse. Ça sont des besoins. Service public, c'est ça. Mais ce n'est pas service public, en fait, pour baisser les coûts des entreprises, du moins pour baisser les coûts et augmenter le profit des entreprises. C'est service public, en fait, pour assurer le développement des capacités humaines, de la société individuelle et de la société tout entière. Voilà, on pourra développer un peu plus, parce que là, j'ai voulu faire court, mais j'y arrive pas. Pour conclure, en fait, l'exposé liminaire beaucoup trop long, voilà, ce que je veux dire, en fait, simplement, en fait, pour conclure ça,
Voilà, on est face à une offensive idéologique en fait, dont le cœur en fait, est la liberté. Mais cette liberté, on l'a vu, cette liberté, en fait, on ne peut pas la laisser aux libéraux. Il faut qu'on la récupère, c'est-à-dire qu'il faut qu'on la travaille de manière dialectique. C'est-à-dire qu'on récupère en fait, cette idée de liberté en fait, et qu'on la mette à notre profit. Et ça, à notre profit à nous, pas au profit en fait, du capital. Et ça, il y a un enjeu en fait, de contre-proposition, d'alternative en fait, à élaborer, à s'approprier et à engager en fait, et à travailler à partir du terrain, comme élément de réponse. Voilà, concret. Voilà, donc ça, je dis, voilà, ne laissons pas la liberté à Macron et au patronat, ne laissons pas la liberté au MEDEF. Emparons-nous en fait de cet enjeu. Et d'ailleurs, en fait, si vous me permettez ça, je ne sais pas si j'irai un peu, mais on a vu à quel point, le 11 janvier dernier, on a vu à quel point en fait la population française était attachée à ces principes-là. Et comment justement elle n'acceptait pas qu'on les remette en cause. Qu'on lui remette en cause cette possibilité, en fait, de liberté. Voilà. Donc, je pense que ça mérite, enfin, ce que vous faites là, l'UEC sur la semaine de la pensée marxiste mérite, en fait, tout l'intérêt. Le sujet mérite, en fait, tout son intérêt. Et il y a besoin, en fait, de retravailler très concrètement. Alors, à partir, moi, je vous ai développé un truc très général, très... parfois même un peu vague, mais il y a besoin en fait de vous l'approprier vous, en fait en tant qu'étudiant en fait pour répondre à vos besoins. C'est un enjeu majeur, voilà. Non, vous applaudissez pas vos propres, du coup, c'est pas la peine. Merci beaucoup pour cette conférence du coup effectivement très large et très complète. Moi, du coup, avant d'organiser les tours de parole, c'est vrai que ce qui est intéressant et à retenir, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on laisse à penser que l'entreprise est un espace séparé du monde social et de la citoyenneté, où en gros les individus sont des citoyens au jour le jour et quand ils rentrent dans l'entreprise, du coup, sont les sous-fifres. C'est un peu fort comme terme, mais du coup, sont soumis à leur patron et sont absolument du coup séparés de leurs droits les plus fondamentaux. Aussi très intéressant, c'est aussi bien de voir, et tu l'as souligné assez bien, c'est que le capitalisme et le libéralisme, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, un produit social et historique qui a été créé par des personnes qui étaient dans des classes sociales particulières, qui vivaient dans des conditions matérielles spécifiques, et du coup c'est un enchaînement de faits historiques qui a amené aujourd'hui à nous retrouver dans cette situation où des personnes sont capables de nous dire que en fait, c'est normal que les salaires soient compris comme des charges, alors qu'en fait c'est pas du charge, ça s'appelle une richesse sociale. Du coup, pour les temps de parole, parce que j'arrête maintenant, je vais demander à Aurélien de passer le micro aux différentes personnes, puisqu'on est un peu beaucoup éloignés. Je vais prendre un tour de parole au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui voudraient être posées? Parce que sinon j'en ai une, on va poser directement. Non, personne? Alors moi du coup, j'avais une question, et après du coup j'espère que ça s'enchaînera. Quelque chose que tu as abordé, mais un petit peu, à mon avis, passé, c'est la suppression de l'alinéa 2074, il me semble, du Code civil, qui du coup désenclave le droit du travail du Code civil et qui impose aux salariés et aux employeurs qui seraient dans un litige d'avoir une négociation en direct et qui ne serait plus du coup déterminée par le cadre du droit du travail. Voilà, du coup j'aimerais que tu en développes un peu plus cette modalité. Après, s'il y a des questions, on peut aussi en prendre différentes, mais je crois qu'il n'y a pas de questions. C'est en fait une disposition extrêmement vicieuse. Alors j'ai plus l'article en fait en tête dans la loi Macron. C'est d'autant plus vicieux que vraisemblablement compte tenu en fait du processus législatif à l'œuvre, c'est-à-dire en fait en temps contraint, une discussion parlementaire en temps contraint. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque chambre, alors que d'habitude il y en a deux. Et le temps en fait octroyé à la discussion en fait ou à chaque groupe parlementaire en fait est défini. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bonne mémoire, le temps qui avait été dévolu au groupe gauche démocratie, en gros les cocos quoi, à l'Assemblée, c'était 5 heures
de discussion en fait sur le texte, 5h25 ou un truc comme ça de discussion en fait sur le texte. Or les dispositions qui relèvent justement en fait du droit du travail sont des dispositions qui sont dans la troisième partie du texte. Ils en sont actuellement vendredi soir, samedi soir, ils en étaient à l'article 15. Il y a, je rappelle, la commission en fait à l'Assemblée a rajouté en fait une quarantaine d'articles supplémentaires au texte. Donc il y en avait 106 au moment en fait de la discussion, du début de la discussion sur le projet de loi. Il y en a 160 maintenant des articles. Ce qui veut dire en fait que tous ces articles qui relèvent en fait du droit du travail en fait ne seront pas discutés en Assemblée. Et le texte sera validé. Dans l'esprit du texte lui-même, qui est constitué en fait d'une vingtaine d'ordonnances sur des dispositions majeures. Il n'y aura donc pas de discussion sur le contenu. En fait, il y a des discussions sur les principes, mais il n'y aura pas de discussion en fait sur le contenu en fait puisqu'une ordonnance, elle ne se discute pas. Donc, on est vraiment en fait là dans un déni de démocratie, dans un déni de liberté qui est sciemment construit. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une position perverse. Pour venir en fait à ta question, l'alinéa en question, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que certaines dispositions du Code du travail, du droit du travail, en fait, seraient susceptibles en fait de tomber dans le Code civil. Pourquoi? C'est parce que dans la signature en fait du contrat de travail, ce que je disais tout à l'heure, le principe en fait du Code du travail, c'est d'avoir construit un ensemble de droits, la plupart du temps en fait à destination en fait du salarié, dans la mesure où le législateur reconnaissait qu'il y avait un déséquilibre intrinsèque sur le marché du travail entre le salarié et son employeur au moment de la signature du contrat. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, le salarié ne peut faire que vendre sa force de travail. L'employeur, lui, en fait, a la possibilité de résister et d'imposer, puisqu'il a des moyens, en fait, que le salarié n'a pas. D'où l'enjeu, en fait, de la syndicalisation, des batailles, etc. Donc ça, c'est une disposition. Or, qu'est-ce que nous dit le Code civil? Le Code civil, il nous dit, en fait, qu'un contrat passé entre deux parties, c'est entre deux parties égales, sans déséquilibre entre les deux parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on faisait passer certaines dispositions en fait, qui relèvent de la protection du travailleur, du Code du travail, au Code civil, on aurait automatiquement, alors ça, il faudrait en fait quand même une jurisprudence, mais on aurait rapidement, on observerait rapidement que les droits qui sont associés aux salariés du fait de ce déséquilibre seraient délégitimés en fait au regard en fait du Code civil. On vous donne des droits parce que vous êtes en position d'inférieur sur le marché du travail. Si vous êtes en position d'égale, on vous enlève en fait les droits qui sont associés en fait à ce déséquilibre. Ce qui veut dire qu'il y a une partie en fait des droits des salariés qui disparaîtrait. On est en fait sur une dynamique. Là, on est sur une dynamique réelle. C'est, comment dire, c'est du libéralisme à l'état pur, quoi. Hein. On est sur une logique du type contractuel à caractère commercial. Voilà, c'est un petit peu en fait comme les auto-entrepreneurs. Voilà, auto-entrepreneurs en fait qui discutent avec en tant que commercial, enfin c'est un contrat commercial qui signe, c'est pas un contrat de travail, hein. C'est un contrat commercial qui signe avec celui qui va les utiliser. Et quand on voit en fait l'explosion du nombre d'auto-entrepreneurs sur le marché du travail, on voit en fait que ça a été, en fait, voilà, c'est utilisé. Là encore, baisse des coûts, toujours en fait cette logique de baisse des coûts. Mais aussi baisse des droits. Donc remise en cause en fait du principe en fait de soutien du salarié. Donc remise en cause, en réalité c'est remise en cause en fait des luttes sociales depuis 150 ans, c'est ça que ça veut dire. C'est des luttes sociales en fait construites depuis 150 ans. La reconnaissance en fait de ce déséquilibre. Donc voilà, ça c'est l'enjeu est là. Hein, il faudra un juriste en fait pour entrer dans le détail.
Vous l'avez puisque c'est Philoche en fait qui fait le texte dans la revue Économie et Politique, hein, toujours, qui fait le texte en fait et qui traite de cette question-là. Pour être plus précis en fait que je ne le suis, voilà. Mais l'enjeu c'est bien celui-là. L'enjeu c'est celui-là. C'est dans le droit du travail, on est sur un contrat en fait qui est déséquilibré, donc on compense. Dans le droit civil, on est sur des contrats équilibrés, donc il n'y a pas de droit de compensation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Okay. À partir du moment où vous n'avez pas de droit de compensation sur la prise en charge, sur la façon en fait dont vous allez être traité en cas de licenciement, ça veut dire que vos indemnités de licenciement, pourquoi vous en auriez? Voilà, on peut aller jusque-là, hein, si on passe en fait pas d'indemnité de licenciement, pas de droits en fait sociaux associés au déséquilibre sur le marché, voilà, on va en fait sur une relation commerciale qui dit ouais, je vous donne ça, je vous donne ça, offre-demande. Voilà, donc c'est une conception purement néoclassique libérale. Des questions? Là-bas, du coup, Aurélien. Je peux en poser une base. Oui, non, il y a Adrien et après. Ouais. Du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur la question des libertés réelles et libertés formelles, et comment on peut retrouver également cette dissociation sur ce qui est fait actuellement dans cette loi Macron, notamment sur la question réglementée. Il y a le côté, actuellement, les réglementations briseraient la liberté d'installation et au final, la liberté des travailleurs à travailler quelque part. Sauf qu'en fait, derrière, l'idée principale, et on l'a bien vu d'ailleurs, ce qui est venu très vite avec le statut de l'avocat salarié, c'est plutôt que de permettre à chacun de travailler, c'est bien en fait de permettre l'extension du salariat à certains points de travail qui en sont actuellement plus ou moins exemptés. Et par exemple, pour un jeune avocat qui s'installerait, actuellement, du coup, très généralement, il va se mettre associé dans un cabinet, donc pas vraiment un statut de salarié, où il a plus ou moins, sans être non plus un statut libéral, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Ce qui se passera avec, si la loi met fin à cette réglementation de la profession, c'est qu'il existera des grands cabinets d'avocats détenus par des capitalistes qui s'accapareront une grosse part entre guillemets, le marché de la défense au tribunal. Et finalement, sa seule solution, vu qu'il n'aura pas encore de nom renommé ni de capitaux pour s'installer, sera de se salarier et se retrouvera finalement salarié d'une entreprise capitaliste. Et du coup, c'est là que ça me semble intéressant, c'est de voir que sous cet aspect, ce but premier de permettre la liberté, etc., au plus grand nombre, au final, on voit que la liberté réelle sera en fait diminuée, puisque du coup, l'alternative sera du coup le salariat par rapport à l'installation telle qu'elle est aujourd'hui. On peut retrouver un peu la même chose sur les taxis, même si c'est différent au sens où il existe déjà les sociétés de taxis. Mais ce sera un peu la même chose si on laisse en fait le statut qu'Uber propose. C'est un statut de salariat, même de sous-salariat, puisqu'il n'y a pas vraiment de fixe, c'est une part variable, etc. Et ça me semble intéressant à souligner, c'est comment à travers des lois qui promeuvent la liberté du travail, etc., au final on arrive à condamner le travail à une condition de salariat qui est un statut d'exploitation, en plus un salariat dont les conditions sont sans cesse dégradées, y compris par cette même loi, puisqu'en retirant du coup cette notion d'inéquité et d'inégalité dans le contrat de travail, du coup, ainsi que les droits protecteurs qui existent actuellement. Voilà. Pose ta question peut-être et donne, comme ça on peut intergrouper. Levez la main s'il y a une question. Comme ça, là-bas, monsieur. Juste, vous avez dit si vous pourriez revenir sur la distinction liberté du travail et liberté dans le travail. Parce que vous disiez que vous ne vouliez pas faire le laïus, mais ça pourrait être intéressant. On pourrait te donner une question et puis du coup tu réponds pour toi. Ouais. Oui,
voulez pas poser de questions? On va deux questions. Je ne sais pas si la première était une question, c'était une affirmation avec laquelle il y a évidemment en fait une contradiction dans le dispositif législatif que nous propose Macron, c'est qu'effectivement, faire la promotion de la liberté pour aboutir en fait à on va dire une relation de subordination, en fait c'est assez croustillant. Voilà. Après, je n'ai pas le même implicite sur la notion de salariat. C'est-à-dire que souvent on dit en fait que l'idée en fait de salariat, c'est comme c'est en fait le résultat d'une subordination, c'est donc en fait quelque chose de négatif a priori. Si je regarde la réalité concrète, c'est-à-dire les travailleurs, le monde du travail, je constate qu'il est plus difficile d'exister en tant que travailleur libre, c'est-à-dire en tant qu'avocat autonome, pour se constituer en fait. Alors les avocats, les médecins, c'est un peu compliqué parce qu'on a un différentiel, en fait, il y a des besoins, il y a un différentiel de population, un différentiel en fait entre les demandeurs, mais un travailleur indépendant, je prends mon auto-entrepreneur, qui n'est pas en fait du statut de salariat, et je constate en fait qu'ils n'arrivent pas à exister. Donc, tout simplement en fait pour dire que le salariat n'est pas quelque chose de négatif en soi, au contraire, ça a été en fait la possibilité de développement. Alors, c'est quelque chose de négatif au départ, parce que ça grave le principe de déséquilibre. Ça grave en fait une inégalité dans le contrat, mais ça a été l'occasion en fait de développer des luttes concrètes pour acquérir en fait des droits et dépasser en fait cette situation-là. Donc voilà, je suis pas convaincu par cette idée en fait qui consistera à dire en fait que le salariat est quelque chose de négatif. Voilà. Donc c'est qui était un peu sous-entendu en fait dans ce que tu avançais. Pour moi, le salariat en fait est un élément en fait et peut-être un élément en fait d'émancipation. Voilà. Si le salariat s'est inscrit en fait dans le règne de la nécessité, comme disait Marx, en fait, il est une condition en fait. C'est dans la sphère de la nécessité, il est une condition en fait pour le développement du règne de la liberté. Marx parlait, disait voilà, la contrainte, la nécessité, voilà, le salariat en fait est un moment en fait de cette contrainte-là. Voilà, je dois travailler pour vivre, et comme je dois travailler pour vivre, en fait, il est plus facile pour moi en fait d'être embauché par d'autres pour exécuter une tâche en échange d'un salaire pour pouvoir en fait acheter le moyen de subsistance. Et en même temps, en fait, ça m'ouvre des perspectives. C'est parce que dans le livre 3 du Capital, en fait, c'est comme ça en fait qu'il l'avance, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne conçoit pas en fait qu'on puisse supprimer définitivement la possibilité de la nécessité, enfin la contrainte de la nécessité, mais le fait de pouvoir dominer ce moment en fait de la nécessité ouvre la possibilité en fait du fameux règne de la liberté où là c'est le monde merveilleux de Walt Disney. C'est donc d'où l'enjeu en fait d'une maîtrise des conditions en fait de cette sphère de la nécessité. D'où l'enjeu en fait des pouvoirs nouveaux, d'où l'enjeu en fait des droits nouveaux, d'où l'enjeu en fait d'un contrôle par les salariés eux-mêmes du processus productif, d'où l'enjeu. Tu vois, ça renvoie en fait à des batailles concrètes qui ont été à la fois, qui ont existé, qui ont été construites autour en fait du développement du droit social, des conquêtes sociales, voilà. Et en même temps, en fait, qui permettent ces conquêtes sociales, en fait, par exemple, comme la baisse du temps de travail, de dégager du temps pour faire autre chose, pour s'occuper de ses enfants, pour lire, pour s'épanouir.
Voilà. Et c'est l'articulation entre les deux qui compte. Et cette articulation, en fait, elle est assise sur la nécessité, à mon avis, si on veut en faire un élément progressiste, c'est sur la nécessité, en fait, d'une maîtrise par les salariés eux-mêmes, par les citoyens eux-mêmes, des conditions, en fait, de la production, au sens large. Donc, tu vois, je me dis que, oui, le salariat, en fait, c'est un élément, en fait, c'est un élément de subordination, et en même temps, en fait, c'est aussi, puisqu'il faut raisonner dialectiquement, c'est aussi, en fait, un instrument, une possibilité offerte, et on le voit historiquement, pour dépasser, en fait, cette contrainte-là, et aller au-delà, en fait, de cette contrainte. Voilà, donc ça, c'est un élément, mais par contre, sur le reste, sur l'analyse, tout à fait d'accord. La contradiction qu'il y a sur mettre en avant la liberté, en fait, pour aboutir au salariat, c'est croustillant, quoi. Voilà. C'est rigolo. Alors, sur liberté au travail et liberté du travail, c'est le débat entre les libéraux, entre le patronat et on va dire, entre le MEDEF et la CGT, quoi. Et si tu politises, c'est entre les progressistes, voilà, on va faire large, entre les progressistes et le patronat, et la droite libérale. La liberté au travail, en fait, c'est ce que les patrons, en fait, pratiquent quand ils font du lock-out. C'est-à-dire quand ils décident eux-mêmes, en fait, de fermer la boîte. C'est parce que, en fait, c'est plus intéressant pour eux, c'est plus profitable pour eux de fermer la boîte, de mettre tout le monde en carafe. Voilà. Liberté au travail, en fait, c'est pas l'élément qui nous dit, voilà, je veux, c'est pas liberté à moi dans le travail, non, c'est le résultat, en fait, du rapport de force dominé par le patronat. C'est-à-dire, c'est pour le patronat, il faut que je trouve l'expression. C'est lorsque dans un mouvement de grève, le patron dit mais laissez les gens ont le droit d'aller travailler. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, un rapport de force, en fait, dominé par le patronat. Alors que la liberté dans le travail, ça ouvre, en fait, des perspectives nouvelles, c'est-à-dire des perspectives de maîtrise par les salariés eux-mêmes, en fait, du processus productif. Donc d'intervention directe sur la gestion de la boîte. Donc on est sur l'inverse du rapport de force, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force dominé, là, par les salariés. Alors je ne sais pas si je réponds bien à ta question, en fait, je suis en train de me poser la question en même temps que je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est ça ce que tu avais en tête. Non. Une question là-bas. Du coup, je me permets juste de dire, qui était courant, enfin, qui avait entendu parler de la loi Macron avant de venir ce soir? Du coup, quasiment tout le monde. Du dimanche, tout le monde. Du coup, là, il y a une question, mais alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est au-delà du débat un peu technique qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que vous en aviez retenu et quels étaient peut-être vos avis, parce que je suis sûr que tout le monde avait un avis sur ces lois Macron, aussi bien, enfin personne ne se dit expert ici, entre nous, hein, mais du coup si vous avez un avis sur ce que vous aviez entendu et lu de loi Macron, c'est aussi intéressant de le partager pour les autres. Du coup, je par rapport à la question que je voulais poser, il me semble que autour de nous, dans les médias de masse, j'entends bien, on est surtout parlé de certaines lois, par exemple sur le secrétisateur, ce genre de choses. C'est surtout sur ces lois-là en fait qu'on s'est attardé et qu'au final, le reste des articles, enfin le reste des articles proposés de la loi, il fallait fouiller un peu pour changer son propre avis en fait, et qu'au final personne n'en parle. Et il n'y a pas de réelle opposition en fait qui se fait, ou il n'y a pas de débat réel sur la composante même de, comme tu disais, le fond idéologique de la loi. Donc il faut vraiment se débrouiller pour savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Donc c'est comme vous disiez, ça montre bien le déni démocratique de cette loi qui va passer en force, sûrement. Et non, la question que je voulais me poser en fait, c'est que vous parliez de nouveaux acquis, mais en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression qu'au final les luttes syndicales,
et les luttes en général sociales qui se font actuellement, ce sont surtout en fait pour protéger les droits qu'on a acquis avant. On est surtout dans le non, c'est-à-dire on propose quelque chose, on dit non, et on est toujours dans la protection et on n'arrive pas à protéger nos anciens droits, et du coup ça nous empêche complètement, et ce qui est vicieux dans ce système-là, de proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire d'aller dans le positif, d'aller dans le oui. Au lieu de dire d'aller dans une manifestation ou d'aller dans des revendications, de dire non, on veut pas ça, non, on veut pas ça, ça serait justement de changer et de dire non, on veut ça. Et justement, en fait, c'est ce qui rend le débat stérile, parce qu'au final, on est vu comme des, et puis les syndicats, comme des gens stupides qui sont contre le progrès, entre guillemets, comme ils essayent de nous faire croire, et qu'au final, on est montré du doigt comme des gens, on est montré du doigt de façon négative dans l'opinion générale. Mais du coup, en fait, ça décrédibilise complètement le mouvement, et du coup, ça stérilise les avancées alternatives qu'on pourrait avoir. Et du coup, ça marche. On reste. Enfin bref, voilà, c'est une Je partage complètement ton analyse de la situation. Avec un bémol, c'est que même si je ne suis pas vraiment bien étendu en fait sur la question, on porte des propositions alternatives. Voilà. Il y a besoin en fait de proposer, de mettre en avant en fait ces propositions alternatives, ces contenus politiques alternatifs. Mais on ne peut pas les concevoir, enfin du moins moi je m'interdis de les concevoir en fait comme des représentations idéalisées. C'est-à-dire que je me refuse à poser en fait sur le réel un modèle que j'aurais préconçu dans ma tête. Je veux partir en fait de ce qui existe et à partir de là en fait proposer quelque chose en fait de nouveau. Et c'est ça tout l'enjeu. Alors c'est vrai et je partage complètement en fait ton constat. Dans la tradition du mouvement social, quand il est dans un rapport de force et en position de force, voilà, il porte. On l'a vu en 1945. En 1945-1946, le gouvernement provisoire met en place la sécurité sociale, les syndicats dans les entreprises, les services publics, GDF, EDF, les conventions collectives. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est en position de force, on est en position de maîtrise. Le patronat est éliminé. Pendant la guerre, le patronat collabore avec les nazis, il a perdu toute sa crédibilité. Donc il ne peut pas intervenir dans la décision. Donc c'est le mouvement social en fait qui porte, et il faut porter, il faut reconstruire. Donc on apporte des idées nouvelles, on part de ce qui existe. La sécurité sociale ne part pas de rien, elle ne tombe pas du ciel. Elle part en fait d'une volonté de dépassement des limites du système mutualiste qui lui préexiste. Voilà. Donc ça, il y a un enjeu. Et là on est propositionnel, là on est fort, et en plus on construit la société en fait qu'on voit jusqu'à aujourd'hui et qu'ils essayent de déconstruire. Mais du coup, comment renverser la tendance justement pour apporter ça dans le débat public? Il faut porter les propositions. C'est-à-dire qu'il faut partir d'abord des propositions. La critique est nécessaire, mais elle est porteuse à partir du moment en fait où elle est accompagnée d'alternatives. Et c'est ça faire de la dialectique. À mon avis, c'est à la fois en fait voir ce qu'il y a de positif dans la chose négative qui nous tombe dessus. Tout à l'heure, je disais, quand je parlais de sécurisation de l'emploi et de la formation, je le disais de manière provocante. Mais c'est ça. Si on veut proposer quelque chose de fort, dépasser réellement le chômage, il faut régler le problème du chômage. Il ne faut pas interdire de licencier. Qui est différent. Il faut répondre à la question du chômage. Et répondre à la question du chômage, c'est quoi? C'est analyser les raisons qui font que l'entreprise licencie. Et porter la proposition qui font qu'on ne subisse pas l'élément négatif de ce licenciement. Et c'est ça, dépasser réellement. C'est ça, c'est être porteur d'alternatives, c'est pas seulement dire, en fait, voilà ce que nous voulons dans le monde qui existe, dans le monde qui existera demain, pardon. Mais c'est à partir du monde qui existe, je construis la possibilité du demain.
Et ça, c'est un élément fort. Parce que et je pense que c'est ça, alors après je parle pour moi, mais je pense que c'est ça, être marxiste. Et c'est ça ce qui nous fait trancher avec les positions dites utopistes, qui sont on va dire, une représentation idéalisée du monde, en fait, que l'on plaquerait, en fait, sur le réel. Non, Marx disait, en fait, et il faut partir de l'ordre actuel, il faut changer, en fait, l'ordre actuel. Pour changer l'ordre actuel, en fait, il faut partir de ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire pas seulement, en fait, s'opposer à Macron, mais de dire qu'est-ce qu'il y a, en fait, de positif derrière cette idée, en fait, de libérer les énergies, les possibilités, voilà, c'est tout le discours, en fait, patronal. C'est pas renoncer. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour avancer? Et là, je dis, voilà, sécurisation de l'emploi et de la formation. Nous ne sommes pas contre l'efficacité des entreprises. Je suis communiste, là, je te le dis, et je suis pour l'efficacité des entreprises. Mais pas une efficacité pour le capital, une efficacité pour le développement des capacités humaines. Donc je veux que l'entreprise fonctionne, mais je veux avoir la maîtrise de son fonctionnement. Donc je lui laisse la possibilité de licencier. Mais je veux supprimer tous les maux qui vont avec le chômage. Donc je crée un système d'emploi, de sécurité et de formation, avec une rotation emploi, formation, chômage et maintien du salaire. Et ça, je le finance comment? Je le finance à partir de ce qui existe aujourd'hui comme financement en direction des entreprises. Les exonérations de cotisations patronales, ce n'est pas efficace. 25 milliards, je l'utilise. Les collectivités locales aujourd'hui financent à hauteur de 33 milliards d'euros les entreprises sur leur territoire. Je récupère ça et je crée un système. Je mets en place en fait un système de cotisation en fait sur le chômage et les licenciements. Je mets en place en fait un dispositif de taxation en fait du nombre de CDD de la précarité, on va dire un système de précarité dans les entreprises, de telle sorte en fait que ça ne dépasse pas que le nombre d'emplois précaires en fait ne dépasse pas 5% en fait des effectifs de l'entreprise, etc., etc. Je mets en place en fait les outils de financement en fait de ce dispositif-là. Oui, j'ai vu. Et c'est ça l'enjeu. Non, c'est ça l'enjeu. Je te laisse. Tout l'enjeu, en fait, c'est d'être capable de porter les propositions, c'est-à-dire de marquer la critique, mais en marquant la critique, de porter, en fait, la proposition alternative. Voilà. Et pour porter la proposition alternative, il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments du réel. Donc, il faut travailler dialectiquement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. Et ça surprend. Je finis, après je te laisse parler. Ça surprend, mais pour avoir discuté, en fait, avoir des débats avec des patrons de PME. Mais quand vous discutez avec un patron de PME, j'ai eu l'occasion de le faire, en fait, dans plusieurs endroits, les patrons, ils vous disent, mais mon problème à moi, c'est pas le coût du travail. Je m'en fous. C'est le carnet de commandes. Ma difficulté à moi en tant que patron, c'est que j'ai plus de visibilité en fait sur ma production. Pour l'année qui vient ou pour les 2 ans qui viennent, j'ai une visibilité à 3 mois. Donc évidemment, je vais être obligé de licencier les mecs.